Alors, nous allons commencer, avec Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue de la santé et qui va nous proposer je suis sûr, un topo passionnant après ce que tu as fait le 15 avril sur la corruption systémique et non pas systématique dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des mesures de contrainte, origines et conséquences. Merci beaucoup Philippe. En effet, parce qu'il y a un motif, je disais qu'il y avait un certain nombre de motifs passionnants dans cette histoire, et un d'entre eux, c'est que à bout d'une année d'épidémie de Covid, on est tous, ou en tout cas la plupart des gens sont convaincus d'un certain nombre de choses, notamment le fait que le masque et le confinement sont nécessaires. Il y a quelque chose presque d'un peu intuitif là-dedans. Le virus, il est porté par des êtres humains, donc si on empêche les êtres humains de se rencontrer, ça prévient la circulation du virus. Puis le masque, ça fait une barrière, donc il y a des choses qui sont tout à fait crédibles. Seulement voilà, c'est complètement faux, ça n'a aucune utilité, et non seulement c'est quelque chose qu'on peut constater à nouveau aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était tout à fait connu avant ça. Et donc, il y a vraiment un ensemble de motifs qui sont tout à fait passionnants et pour lesquels il est important qu'on s'interroge quant à savoir comment ça s'est produit. À la fin de ma dernière présentation, il y a 15 jours, j'avais nommé un certain nombre d'anomalies en termes de santé publique dans la gestion de la crise par rapport à ce qui était contenu dans les plans pandémie, par exemple. Et la première anomalie, c'est précisément ce confinement généralisé de la population en bonne santé. Et je mets au défi qui que ce soit de sortir un plan pandémie qui prévoit ça pour un ensemble de raisons qu'on va développer parce que ça va être le thème principal de ma présentation. Cela dit, l'imposition du port du masque en population générale à des gens en bonne santé, c'est aussi une anomalie complète. Là encore, ça ne figure dans aucune recommandation, bonne pratique ou plan pandémie. On a vu aussi, bien sûr, la dramatique mise en échec du premier rideau de soins des médecins généralistes. C'est vraiment prévu comme étant le premier rideau pour faire face à une épidémie, qui s'est accompagné d'une mise en échec des options de traitement précoce tout à fait sidérantes. Et on a tous vu comment des traitements douteux et toxiques et inefficaces et très coûteux étaient en fait promus par les agences de santé, alors que les options bon marché et a priori efficaces qu'on avait sous la main étaient mises en échec. On n'a absolument pas adressé les questions de prévention et de promotion de la santé. Pourtant, il y a moyen de renforcer son immunité. Et puis enfin, ce tout vaccinal où dès le mois de mars 2020, on nous a expliqué que notre seule chance de salut était le vaccin, alors qu'à notre connaissance, aucune épidémie respiratoire virale n'a jamais été jugulée ou terminée parce qu'on a inventé un vaccin. Donc il y a beaucoup d'anomalies comme ça. Évidemment que les anomalies sont particulièrement intéressantes pour un anthropologue, mais aussi, je crois, pour tout le monde. Alors, j'avais envie de rappeler quelque chose au préalable, parce que c'est vraiment central à notre propos, c'est qu'il y a des conditions impératives pour, le cas échéant, imposer des mesures portant atteinte aux droits fondamentaux. Maître Divisio s'en est beaucoup ouvert. C'est un peu différent d'une législation nationale à l'autre, mais les principes sont toujours les mêmes. Pour restreindre les libertés et les droits fondamentaux, il faut que les mesures soient absolument nécessaires, on ne peut pas faire sans. Il faut que les mesures imposées soient assurément efficaces, c'est-à-dire qu'on soit certain qu'elles vont déployer l'efficacité requise. On ne sait jamais, à tout hasard, peut-être qu'avec un peu de chance, ça n'est évidemment pas valide sur le plan juridique. Et puis, c'est essentiel qu'elles soient proportionnées, limitées dans le temps et appuyées sur une base légale. Et en fait, ces critères-là vont définir cette différence de réponse qu'on a observée en Europe entre la Suède, qui a une longue tradition d'épidémiologie, et où vraiment d'emblée, ils ont pris ce parti, nous n'allons rien imposer à la population qui ne repose pas sur des bases scientifiques solides. Et en l'occurrence, la seule mesure dont on sait qu'elle a réellement une efficacité, c'est le lavage des mains. Mais le masque, le confinement, la fermeture des écoles n'ont jamais été imposés en Suède, alors que dans tous les autres pays occidentaux, on a vu ces mesures être prises, alors même qu'elles ne reposaient pas sur ces conditions tout à fait impératives. Alors, on va faire un tout petit détour du côté du masque, si vous voulez, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments intéressants, et évidemment que ça continue d'évoluer. Et j'avais envie de commencer par partager avec vous un petit bijou issu de la presse suisse,
où en fait, il y a eu, comme dans d'autres pays récemment, un regroupement de populations non masquées suite à une votation populaire. Et les gens ont fait la fête suite aux résultats pendant de nombreuses heures en étant agglutinés les uns avec les autres. Et puis exactement comme on l'a vu avec les carnavals de Marseille ou de Guadeloupe, ou à Berlin ou à Londres, ou à Bruxelles, il n'y a pas eu de contamination parce qu'on sait aujourd'hui que le plein air est une situation où le risque de contamination est très faible. Et là, vous voyez la presse qui décrit cette réalité comme étant un miracle. Donc il y a eu un miracle, je vous rappelle que sémantiquement c'est quelque chose d'exceptionnel qui transgresse les lois de la nature et génère un sentiment d'émerveillement ou de crainte dans la population. Et donc alors qu'on sait qu'il n'y a pas ou très peu de contamination dans ces cas-là, la presse suisse présente ça comme un miracle, ce qui est quand même assez infantile et particulier comme manière de faire. Et puis vous voyez que l'OFSP, donc l'équivalent de la Haute Autorité de Santé, a décidé de ne pas enquêter, en disant qu'au fond, ce serait très compliqué d'analyser cette situation sur la base d'un épisode survenu dans le passé. Donc finalement, on ne va même pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai envie de dire, mise en valeur de la démarche scientifique, c'est quand même assez gratiné, mais c'est un bon exemple du type de propagande, mais aussi de rétrécissement de l'esprit auquel on est confronté aujourd'hui. Pour passer très vite sur le masque, ça c'est intéressant, ces chercheurs du MIT qui ont déterminé que même à l'intérieur, lorsque les personnes respirent à travers un masque, en fait, ça accentue la propagation des gouttelettes dans l'espace confiné. Donc, le risque de contamination est plus élevé lorsqu'on porte un masque dans un espace clos. La seule bonne mesure, semble-t-il, est celle d'une ventilation adéquate. Donc, masque inutile en intérieur, masque inutile en extérieur. Et puis, pour faire bonne mesure, bien sûr, le fait que le port du masque est nocif pour la santé. Donc là, vous voyez une étude qui vient de sortir et qui répertorie l'impact sur la montée du CO2, la chute de l'oxygène, des maux de tête, déficience respiratoire. Donc en d'autres termes, on nous a imposé une mesure qui n'a aucune utilité ni en intérieur ni en extérieur et qui en plus est préjudiciable pour la santé. Donc si on compare ça aux critères juridiques nécessaires, on voit qu'on n'est pas exactement dans le cœur de cible. Maintenant, le gros de ma présentation ce soir portera sur la question du confinement. Et c'est absolument passionnant, en tout cas, moi, ça m'a passionné de le découvrir. Et je fais un petit retour en arrière avec une présentation d'un article paru dans France Culture. Alors, si vous regardez la date ici, on est le 4 mars 2000. Et vous voyez qu'on interroge Patrick Zilberman, professeur d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique, qui a pris connaissance du fait qu'on avait confiné la population à Wuhan, c'est la première citation ici, et il dit en France, aucune quarantaine, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, ne semble être au programme, et il rappelle que la quarantaine n'est absolument pas une solution, ça fait depuis 600 ans qu'on sait que ça n'est pas la bonne manière de procéder face à une épidémie respiratoire virale, que ça n'a pas les effets escomptés sur la propagation du virus. Là, un autre exemple, c'est dans la presse belge, c'est 2 mois plus tard, où le professeur Faure, aussi historien de la santé, dit à nouveau, nous avons eu recours à une mesure médiévale, c'est complètement dépassé. Pourquoi? Parce que on sait pertinemment, et c'est pour ça que cette mesure n'était prévue dans aucun plan pandémie, que le confinement ne permet pas de ralentir ou de juguler une épidémie, et qu'au contraire, il tend à produire une flambée de cas graves, tout en produisant des dommages collatéraux majeurs. Et je vous ai mis ici une étude sur laquelle le professeur Peter Gottsche, avec qui j'avais eu des échanges à ce moment-là, avait attiré mon attention. C'est un cas de figure très connu en épidémiologie infectieuse, où en fait on s'est aperçu, vous voyez, 1988, en Guinée-Bissau, que quand on confinait les gens dans des situations de rougeole, eh bien ça crée une surmortalité par surinfection, avec notamment ce constat que quand on confinait une personne porteuse du virus avec sa famille ou son entourage, les gens qui l'infectaient à son tour avaient un risque de mortalité 4 fois plus élevé que le primo-infecté. Donc là, il y a vraiment eu cette compréhension confirmée sur la base de tout ce qu'on savait avant. Il ne faut surtout pas confiner en cas de maladie infectieuse virale. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
comment est-ce qu'on est parti d'un concept, et d'ailleurs Didier Raoult et Christian Perron nous l'ont rappelé très vite, on ne confine pas parce que ça n'a pas d'utilité, ça crée des dégâts pires. Donc, quel a été le chemin pour passer de ce constat très largement partagé au fait que ce soit devenu une recommandation mondiale? Alors évidemment que c'est une histoire que je survole rapidement, tout ce que je vous présente ce sont des faits, c'est documenté, il y a des interprétations qu'on peut faire, mais ça c'est pas tellement mon domaine ou mon propos, mais il y a un moment fondateur tout à fait intéressant qui remonte à novembre 2006, c'était juste après la grippe aviaire, et en fait le gouvernement de George Bush, le président américain de l'époque, avait commandité un certain nombre de recherches à des think tanks en santé, et ça c'est une étude fondatrice, parce que c'est la première qui dit dans un cas similaire, ça peut être une bonne idée de fermer les écoles et de confiner la population. Ce qui était vraiment une innovation. Alors, il faut savoir que Robert Glass, ça n'est pas un médecin, c'est un modélisateur. Laura Glass, que vous voyez à côté, c'est sa fille qui avait 14 ans à l'époque. Elle était au lycée, quand vous voyez Albuquerque Public High School, et c'est elle qui est arrivée avec un modèle mathématique où, en fait, l'idée est la suivante. Si une personne infecte 5 personnes, qui infecte 5 personnes, qui infecte 5 personnes, à quelle vitesse est-ce que ça se propage dans une ville? Et puis, si on ferme les écoles, en quoi est-ce que ça ralentit la propagation de l'épidémie? Alors, c'est très amusant parce que aucun des co-auteurs de l'étude n'est infectiologue ou épidémiologue. On a un oncologue, un urgentiste, mais qui connaît pas du tout les épidémies, un modélisateur et une gamine de 14 ans qui propose ce modèle, qui est vraiment une innovation. Et puis, ça fait quand même du foin, et notamment, ça fait réagir un des tout grands épidémiologistes, qui est Monsieur Henderson, celui qui a contribué le plus au fait d'éradiquer la variole. Et lui réagit à l'article que je viens de vous présenter en disant « mais ça contredit tout ce qu'on sait être vrai ». Et il insiste, on est en 2006, en disant « il n'existe pas d'observations historiques qui soutiennent le confinement. Les conséquences négatives sont si extrêmes, tout ce que ça provoque comme dégâts, que cette mesure d'atténuation devrait être éliminée de toute considération sérieuse. La restriction des voyages, c'est inefficace. La suppression des manifestations publiques, la fermeture des commerces et des restaurants, c'est complètement inefficace. Donc, c'est une voie à ne absolument pas suivre. Et dans la conclusion, Henderson et ses collègues indiquent le plus clairement possible, l'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux et avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé possible. Donc, réponse suédoise. Et il souligne qu'une gouvernance politique est faite pour rassurer et garantir que les services de soins médicaux nécessaires soient fournis. Et écoutez cette conclusion visionnaire, on est en 2006, si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. Donc ça, c'est l'état de la science en 2006, c'est évidemment toujours vrai aujourd'hui. Et puis, je vous apprendrai rien, pour tous les gens qui se sont un peu renseignés par eux-mêmes, sur le fait que ça a été confirmé depuis. Donc là, je remets l'étude de Ioannidis Bhattacharya et al. Qui montre qu'il n'y a pas d'avantage significatif avec des mesures restrictives, qu'on peut obtenir les mêmes effets sans passer par là. Et puis, comme on tend encore à faire croire que la science est pour les confinements, sauf quelques dissidents, vous voyez ici, vous avez les 3 fameux épidémiologistes de Stanford, Harvard et Oxford qui ont lancé The Great Barrington Declaration, signé par 42 000 médecins, 14 000 scientifiques, pratiquement 800 000 citoyens, disant il faut absolument pas faire ça. Et puis ici, en bas à droite, c'est le directeur du Centre d'Evidence-Based Medicine d'Oxford et le vice-recteur qui ont aussi pris position en disant mais on a vraiment pris des décisions qui étaient extrêmement mauvaises. Donc vous voyez qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous fait croire, tous les connaisseurs sont conscients du fait que ce sont des mesures qui sont dangereuses et inutiles. Par contre, on a une petite caste de gens qui sont les porte-paroles officiels de ce que Laurent Mukiele va développer après, c'est-à-dire la doxa, qui, eux, prétendent l'inverse. Alors, tout ceci soulève évidemment une série de questions passionnantes. Alors, je ne vais pas les épuiser dans le peu de temps qui m'est imparti, mais pour vous la faire au pas de course, il y a un motif extrêmement intéressant qui est que, au fond, cette proposition fausse
est resté marginal pendant un certain temps, mais a commencé à avoir du succès auprès des modélisateurs. Et on a vu notamment autour des controverses autour de l'hydroxychloroquine qu'il y a vraiment deux pôles dans la médecine aujourd'hui, pour résumer de manière un peu grossière. Un pôle clinicien où l'essentiel c'est de soigner les gens avec tout ce qu'on a sous la main pour autant que ça leur soit utile. Et puis un pôle méthodologiste, modélisateur, scientiste qui lui dit tant qu'on n'a pas de statistiques et des méthodes evidence-based, eh ben ma foi, il faut s'abstenir même de toute démarche d'aide. Et en fait, ce courant a travaillé au cours du temps, mais, et là je vous lis vraiment l'essentiel, en ce qui concerne l'épidémie de Covid, on a un point de départ qui est, comme je vous le disais, que les plans pandémie ne prévoient pas de confinement. Là, je vous ai mis celui du CDC, qui est donc l'INSERM américain, et vous voyez, 2017 recommande l'isolement volontaire des personnes malades à domicile. On pourrait recommander une mise en quarantaine volontaire. On ne prévoit rien d'autre. Lorsque l'épidémie se déclenche en Chine, le Parti communiste chinois, lui, verrouille 11 millions de personnes, totalement en transgression de toutes les bonnes pratiques. Et là, vous voyez que la première réaction de l'OMS, c'est du verbatim, c'est tenter de contenir une ville de 11 millions d'habitants, c'est une nouveauté scientifique, c'est sans précédent dans l'histoire de la santé publique. Donc, au moins, ils ont l'honnêteté de remarquer que c'est une singularité. Mais là où ça devient problématique, c'est que quelques jours à peine après le début du blocage, donc bien avant qu'on puisse savoir si ça a été utile ou pas, le directeur de l'OMS a ajouté qu'il était personnellement très impressionné et a félicité la Chine pour avoir établi une nouvelle norme en matière de réponse à l'épidémie. C'est-à-dire que le directeur de l'OMS, qui est quelqu'un qui a un passé assez questionnable par ailleurs, lui prend position pour cette transgression des normes, et dans les jours qui suivent, c'est le point 4, le directeur général adjoint de l'OMS affirme et prétend, c'est ce que vous devez faire dans tous les pays, maintenant tout le monde doit copier la réponse de la Chine. Alors évidemment qu'il y a ce réservoir de méthodologues et de scientistes qui sont arrivés aux commandes dans les différents systèmes de santé. Et donc, les points clés que je vous livre en conclusion de mon exposé, c'est que le confinement n'était pas prévu et recommandé, on connaissait son utilité et ses effets destructeurs, les pays ont dévié des plans qu'ils avaient prévus, qui étaient bien construits, et en toute franchise, si on les avait appliqués, on aurait eu beaucoup moins de dégâts que ce qu'on a connu. Les vrais experts n'ont pas été écoutés ou mis sur la touche ou dénigrés ou attaqués. Moi, je reste stupéfait que Christian Perron, qui a présidé la commission des maladies infectieuses de la Haute Autorité de Santé, qui est le monsieur pandémie en France, on le fasse passer pour un charlot. Le confinement a sévèrement endommagé la santé et les conditions de vie de la population. Et ces résultats négatifs, qui aujourd'hui sont confirmés par la meilleure science, continuent à ne pas être reconnus par nos gouvernements, n'entraînent pas de correctifs, et donc on continue à faire toujours plus de la même chose, quels que soient les résultats catastrophiques. Donc effectivement, ça doit poser un certain nombre de questions, et ce d'autant plus que le confinement a, en dehors de ses dégâts propres, mais généré un certain nombre de dommages. Et là, je partage avec vous, pour terminer, quelque chose que je connais de longue date, vu que je travaille vraiment dans ce champ d'expertise spécialisée, c'est qu'on sait depuis plus de 10 ans qu'en fait, les liens sociaux qu'on entretient avec d'autres personnes sont un des principaux déterminants de la santé. Et dans cette étude de référence parue dans le Public Library of Science en 2010, vous voyez qu'il y a un impact sur le risque de mortalité du simple au double, selon qu'une personne a des liens sociaux diversifiés et abondants. Et évidemment que le confinement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a privé tout un chacun de tous les liens sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, sur la base de ce qu'on sait, ça a doublé le risque de mortalité de la population entière, y compris celles qui n'étaient pas malades ou qui n'étaient pas à risque. Avec une petite pointe qui intéressera les médecins, qui est que dans ce qu'on évoque ici, on s'est aperçu qu'il y avait une interaction entre le système immunitaire et ce réseau social. Et notamment quand on est en déprivation de lien social, il y a des phénomènes inflammatoires qui se déclenchent automatiquement, et notamment
C'est la situation que vous trouvez en bas à gauche de l'écran, avec une libération de cytokines, donc une élévation du taux de cytokines tout à fait marquée. Et on se souviendra que la tempête de cytokines, c'était ce qui faisait le plus peur par rapport aux troubles de la coagulation, comme étant caractéristique des formes graves de Covid. Donc, en d'autres termes, de mon point de vue d'expert en santé publique, on a généré des conditions dont non seulement on savait qu'elles étaient inutiles et dommageables, mais qui, en plus, ont prédisposé physiologiquement l'ensemble de la population à développer des formes graves de maladies. Alors voilà, on sait que les commissions d'enquête et les débats scientifiques patinent un peu par rapport à ces réalités, mais je pense qu'en faisant aussi un retour sur cette histoire et sur la manière dont les choses ont été apportées, il y aurait des choses intéressantes à découvrir. Et puis j'en terminerai vraiment avec ça. Louis, tu avais évoqué ça dans une interview. La recommandation d'intuber systématiquement d'emblée les gens qui arrivaient en décompensation à l'hôpital, c'est aussi une directive qui vient du Parti communiste chinois, colportée par l'OMS, reprise par des pontes à Paris. Donc on voit qu'il y a un ensemble de réponses sanitaires aberrantes qui ont causé des destructions majeures et qui se sont imposées de cette manière. Donc réflexion à poursuivre. Je vous remercie. Merci Jean-Dominique, c'est toujours passionnant quand on t'écoute. Donc finalement, les masques qu'on exigeait au début, qui étaient indispensables, et on les a pas eus. Ce confinement n'a jamais prouvé quoi que ce soit et on l'a eu. Maintenant, on a le vaccin qui n'a pas prouvé. On va bientôt avoir le passeport sanitaire et nous, on est assez bien touché dans les dom-toms, puisque dans la presse aujourd'hui, nous indique qu'on pourrait plus prendre l'avion si on n'a pas le pass sanitaire, puisqu'il y a une expérimentation qui commence dans quelques jours. Via les applications qui va être obligatoire sur le téléphone. Donc c'est assez fou. Et j'avais été sur ton blog, Jean-Dominique, et puis entre guillemets, tu disais, je repose la question sceptique à mes détracteurs. Trouvez-moi un seul plan de lutte contre les pandémies, comme tu l'as dit, respiratoire virale, qui est prévu d'imposer le port du masque à la population en bonne santé. Je pense qu'on pourrait rajouter tout ce qui concerne le confinement. Et tu avais rajouté, je vous offre le champagne. Donc j'invite les internautes qui seraient un peu contradicteurs, s'ils veulent parier une bouteille de champagne, mais je pense que ces personnes ne sont pas encore nées, visiblement.